Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors j'espère que vous allez bien par ce magnifique soleil. Il faut faire une croix sur le calendrier car depuis juillet 2023, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Alors je vous propose d'y revenir sur cette année culturale et sur l'impact de la météo, notamment sur nos sols. On va détailler un petit peu ce que ça a pu engendrer et ce que ça engendre encore sur nos sols et ce que ça va engendrer pour le futur, notamment pour l'après-moisson. Combien d'années va-t-il falloir pour qu'ils se remettent nos sols de ce stress, de cette période tellement difficile pour eux, qui a contribué bien entendu à des difficultés de nutrition sur nos plantes. Donc c'est le deuxième point que j'aimerais aborder, l'impact de la météo sur la nutrition de nos plantes cette année. Ça continue même encore à l'heure actuelle avec des températures particulières, des gros écarts, etc., etc. Dans le troisième sujet, je vous propose de vous parler des maladies, et notamment des maladies qu'il y a eu durant les cycles principaux, mais aussi en ce moment, ces maladies de fin de cycle qui vont avoir un impact très fort sans doute sur les qualités, mais aussi sur des maladies qui arrivent déjà sur les cultures de printemps, comme les pois, comme les betteraves, etc., etc. Et puis, on fera un petit point en fin de vidéo, si on a le temps, mais on le prendra après tout, sur cette année culturelle et le désherbage, les amis, car toutes les régions sont concernées, c'est catastrophique, on en prend pour 20 ans. Ça méritera une vidéo dédiée, mais en tout cas, on fera un petit point car cette année culturelle a eu un impact et a mis au jour très fortement nos difficultés futures de désherbage. Et ça, c'est très important et les anciens le savaient bien. Les moissons étaient souvent proportionnelles au salissement des parcelles. Alors les amis, si ça vous intéresse, eh bien on est parti pour cette vidéo. Bien entendu, je vais parler avant tout des régions moitié nord de la France, nord-est, même si nous avons eu beaucoup de similarités dans toutes les régions de France sur cet impact de pluviométrie notamment, puisque ça a démarré dès le mois d'août, avec sur nos sols un impact sur la minéralisation, sur la facilité de démarrer l'activité biologique. C'est toujours mieux que quand il fait extrêmement sec, alors je parle de la majorité des régions en tout cas. Et ça a donc favorisé les décompositions, une bonne activité biologique, sous réserve évidemment que le sol soit déjà bien pourvu en ouvriers pour faire ce travail. Ensuite, l'automne, à partir du 15-20 octobre, dans beaucoup de régions, ça a commencé à dégénérer et à pleuvoir de manière incessante, quasiment jusqu'à la fin de l'année, même au-delà, jusqu'au mois de février. Et là, évidemment, ça a eu des impacts dans beaucoup de cas sur les structures, notamment tous les sols qui n'étaient pas protégés, qui n'avaient pas forcément de résidus en surface, qui avaient été travaillés parfois dans des conditions un peu difficiles ou avec beaucoup de terre fine, puisque l'après-moisson a favorisé aussi une facilité à faire de la terre fine et ça a eu forcément des impacts sur les fragilisations des structures potentielles. Alors ces impacts sur les structures ont souvent refermé les sols. On a eu des phénomènes de battance qui, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je vous mettrai des liens dans la description, est une étape souvent finale de la dégradation des sols et là elle s'est accentuée, tous les sols fragiles se sont exprimés, on a vu de grosses différences entre les agriculteurs, entre leur façon de gérer leur patrimoine sol depuis un certain nombre d'années, puisqu'il faut évidemment du recul pour que les sols résistent à ces pluviométries. Il y a eu des régions, évidemment, ça a été tellement excessif que ça a eu des conséquences irréversibles avec des entraînements de sol, de la lixiviation, mais aussi du lessivage, de l'érosion. On a eu des sols qui sont entièrement partis vers les points les plus bas. Et ça, c'est évidemment, si vous vous rappelez, les impacts dans le Pas-de-Calais, je vous mets quelques exemples. Et évidemment, on a vu aussi l'impact du travail du sol des agriculteurs, il faut quand même le dire, puisque l'érosion s'est arrêtée là où le sol redevient comme il est, c'est-à-dire naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra sans doute en tirer des leçons. Alors l'activité biologique a été perturbée, mais elle a en même temps été assez finalement intense de bonheur, puisque depuis le mois d'août, on avait de l'humidité. Sans humidité, il n'y a pas de bonne décomposition, il n'y a pas une activité biologique bien dynamique. Donc ça a permis aux êtres vivants du sol de remonter et d'être actifs et de nous restructurer les sols. Ensuite, certains, par un travail du sol superficiel, ont empêché ces animaux de continuer ce travail d'aller-retour et de brassage vertical du sol, ce qui a conduit le sol à se refermer et à devenir extrêmement humide. Et là, ça a entraîné beaucoup de choses perverses. La battance, on l'a vu, mais c'est aussi beaucoup d'acidification et donc des problèmes de ressuyage permanents. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des impacts sur le pH, on a perdu des bases, ce qu'on appelle des liens qui permettent au sol d'être solide. Donc ça s'est vu par la battance. Quand on a de la battance, c'est qu'on a déjà perdu la matière organique, qu'on a déjà perdu les liens, les bases. Et donc on a une acidification du sol qui ne peut pas favoriser ensuite de bonnes mises à disposition des éléments nutritifs pour nos plantes. Le recyclage et les transformations ont souvent été interrompus durant cette période extrêmement humide où les animaux n'ont pas fait tout leur travail, les bactéries, les champignons. Trop d'humidité, manque d'oxygène ne permettent pas
aux champignons de favoriser les transformations et donc le recyclage. Les maladies sont donc restées stockées sur les résidus dans beaucoup de régions. On voit encore des pailles actuellement de l'année dernière en surface pour ceux qui ne labourent pas. C'est souvent la même chose quand on fait des profils en labour, on retrouve les résidus enfouis qui sont dans des mauvais états. On a souvent beaucoup de putréfaction, on a souvent de la fossilisation et de la matière organique définitivement perdue. On a une sorte de méthanisation qui s'est organisée en sous-sol et qui n'a pas favorisé justement la bonne installation des enracinements, et on a aussi eu beaucoup de pertes d'éléments, car quand le sol fermente comme ça en sous-sol, même à 10, 15, 20, 30, 40 cm, ça a des impacts directs sur la consommation des éléments. On appelle ça la réduction. Je vous mets un lien aussi sur des vidéos, on a parlé de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est produit. Et d'ailleurs, en ce moment, on a eu aussi derrière un printemps humide qui a donc défavorisé aussi l'activité biologique, qui l'a perturbée. On a parfois eu des sols qui sentaient mauvais, et ça c'était souvent, et qui sentent encore mauvais, et qui risquent de sentir mauvais dans certaines régions encore après la moisson. Et ça laisse présager beaucoup de difficultés de recyclage des minéraux, puisque là, dans ce cas-là, on a aussi réduction de certains oxydes, de certains nutriments des plantes, et ça c'est un vrai souci. Alors vous voyez que à la fois la pluie d'automne, la pluie précoce après l'été a été favorable. La pluie d'automne est souvent naturelle et normale, mais lorsqu'elle dure aussi longtemps et qu'il n'y a pas d'hiver entre les deux, eh bien on a un sol qui fonctionne un peu de manière particulière. Les pluies de printemps, par contre, ont fait revenir, moi je l'ai observé dans des sols assez vivants, des champignons. On a vu dans les pailles des champignons qui se développent, où habituellement dans notre pays, dans nos latitudes, on ne voit ces champignons-là que, et surtout à l'automne, parce qu'il faut de l'humidité pour qu'ils soient là. Donc c'est vous dire, comme on a pu retrouver énormément de limaces, avec des conséquences sans doute pour les années à venir, quand on voit les quantités de limaces, c'est certainement du jamais vu. Et on sait déjà que l'après-moisson risque d'être très important, surtout pour ceux qui auront encore des sols humides, qui risquent de vouloir les déstructurer en créant des poches de vide, en secouant tout ça parce qu'ils estiment que leur sol a souffert et qu'il faut aller le remettre à zéro. Et là, on risque d'avoir beaucoup de difficultés à gérer ces fameuses limaces. Alors vous voyez que les sols en ont pris pour plusieurs années, et je pense qu'une des choses qui va être primordiale pour l'après-moisson dans les actions à mettre en œuvre, c'est la gestion des bases. Il va falloir vraiment investir, voilà, autant limiter l'engrais pour des raisons de trésorerie, puisqu'on ne va sûrement pas être non plus les rois du pétrole avec la moisson qui nous attend, mais il va être important de remettre votre sol, de lui redonner de l'aide avec des bases qui vont le reconsolider, et bien évidemment éviter toutes les exportations qui pourraient empêcher la faune de votre sol de revenir chercher cette alimentation. Alors quand je dis alimentation, c'est laisser tout simplement vos résidus de récolte en place pour ceux qui le peuvent, car c'est ce qui va attirer la vie de votre sol pour vous restructurer votre sol. C'est une des conditions importantes. Bien évidemment, et on en parlera en temps voulu, il faudra réparer cette surface plus ou moins de manière importante qui s'est refermée, qui s'est acidifiée. Et là, l'impact et l'utilisation du travail du sol sera pour moi indispensable dans beaucoup de sols qui sont vraiment dans des états de dégradation importants et qui ne vont pas se remettre tout seuls simplement parce qu'on plantera des couverts ou autre chose. Ça n'est pas vrai. À partir du moment où on a perdu toutes ces particules, les pluviométries ont été très importantes. Ça a mis au jour aussi que nos façons de fonctionner, de travailler nos terres, d'association de plantes plus ou moins possibles ou pas, ceux qui n'ont pas fait de couvert cet hiver par exemple, ça s'est vu sur les sols lorsque l'on fait des profils. Alors je terminerai sur le sol en vous disant des points positifs quand même que j'ai pu voir. C'est beaucoup de faune juvénile, beaucoup de jeunes vers anéciques cette année, et ça c'est plutôt porteur d'espoir pour l'avenir. Mais encore faudra-t-il leur laisser de la nourriture, continuer de les alimenter comme un élevage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à vouloir remettre en route son sol, eh bien, il faut continuer de l'alimenter, de laisser des résidus, d'en rapporter en plus si on peut, de faire des couverts végétaux, etc. Donc on a du pain sur la planche puisqu'on a pu voir des sols tellement refermés, même encore aujourd'hui, qui s'expriment par des différences entre la partie drainée, la partie non drainée. Les champs sont sales par exemple entre les drains au niveau du désherbage. Ils sont propres sur les drains puisque les plantes ont mieux respiré, se sont mieux installées. Donc il y aura des variabilités intraparcellaires sur la moisson qui vont être monumentales et en grande partie, les amis, en grande partie liées au sol. Je vous mets quelques images d'orge de printemps, on voit des écarts très importants. Nous, notre orge de printemps a été grêlée, etc. Elle s'exprime, elle est magnifique quand d'autres collègues ont des orges toutes jaunes qui sont vraiment dans des états de nutrition, qui sont dans des états d'installation. C'est un bon témoin structure comme les pois et on voit bien que ces plantes-là ne peuvent pas s'exprimer lorsque les sols sont abîmés, n'ont pas une belle structure. Donc un sol vivant a encaissé beaucoup mieux cette météo que des sols qui sont déjà fatigués au préalable. Et ça, c'est très important de le constater et de ne pas se voiler la face si ça pouvait nous permettre justement une réflexion profonde sur tout ça. Mais bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Alors maintenant, je vous propose de parler de la nutrition des plantes.
Alors si le sol a eu des difficultés à se nourrir en ayant du mal à bien recycler les micro-éléments, en perdant aussi une partie de ses éléments constitutifs, ses bases, sa matière organique et parfois ses particules fines comme les argiles ou les limons, ça aura évidemment des conséquences, mais ça a eu un impact évidemment sur la tenue du sol et sur sa résistance pour rester aéré et équilibré dans ses porosités. Je vous mets un lien aussi sur les porosités, c'est important de le comprendre. Bien évidemment, la descente de racines est proportionnelle au niveau d'oxygénation dans les sols. L'oxygène est un des éléments les plus présents, pour ne pas dire le plus présent normalement dans un sol vivant et bien architecturé verticalement. Et les racines qui descendent normalement d'un bon centimètre jour, pour certaines comme les colzas, ça peut être jusqu'à 2 cm jour à certaines périodes de l'année lors de leur installation. Et évidemment, quand on fait des profils de sol en ce moment, on voit des grandes différences où on a des moitiés d'enracinement de différence. On a des blés à 1,80 m en ce moment de profondeur, quand d'autres sont à peine à 80 cm. Alors que ce soit en sol caillouteux ou pas, évidemment, ça limite la vitesse de descente des 1 cm jour. On peut descendre à 0,5, on peut descendre à 0,1 cm par semaine aussi, lorsqu'il y a des difficultés d'aération. Et les racines n'iront pas dans des niveaux fermés, non oxygénés. C'est aussi pour ça qu'on voit les drainages s'exprimer dans certains sols fatigués. Il y a eu des meilleurs enracinements, des meilleures expressions de la nutrition dans ces zones mieux aérées, mieux ressuyées. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important à dire. Et de dire aussi que tout l'automne, on a observé des sols plutôt peu humides. C'est paradoxal, et je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Mais donc c'est bien le niveau d'oxygène et le niveau d'équilibre des porosités qui n'a pas permis un stockage de l'eau et une humectation du sol normale. Je vous le dis souvent, un sol bien équilibré, lorsqu'il tombe 1 mm, ça mouille 1 cm de sol. C'est un chiffre comme ça qu'on a nous inventé, mais qui donne en gros une idée par rapport à un sol qui avec 1 mm va mouiller 1 mm de sol. Évidemment, au bout de 15 mm, ça y est, on est en excès d'eau. L'excès d'eau ne favorise pas l'oxygénation et là, les plantes ne peuvent pas bien s'alimenter. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, les profondeurs d'enracinement, je l'ai dit, on a du simple au double aujourd'hui sur le terrain et ça se voit directement sur la défense des plantes aussi vis-à-vis des maladies, car les plantes se défendent en grande partie par leurs racines, par leur enracinement et par la rhizosphère qui vit avec, certaines mycorhizes, etc. Toute cette association de bonne nutrition contribue à ce que les plantes soient en bonne forme. C'est pour ça que de faire une analyse de jus de tige avec des années aussi compliquées, ce n'est pas parce que vous ramènerez des éléments que ça va corriger le problème. C'est toujours le sol qui fera le meilleur tampon, les amis. Investissez dans votre sol et n'investissez pas dans tous ces... Voilà, c'est du maquillage un petit peu pour revenir dans les mêmes fondamentaux, de dire voilà, vous êtes des chimistes, il manque ça dans le sol, il manque ça dans la plante, vous ramenez. Honnêtement, lorsque le sol va bien, qu'on a anticipé les éléments, qu'on sait qu'ils sont intéressants à des moments donnés, avant les stress, avant tout ça, ça va toujours mieux que d'essayer de corriger à prix d'or, souvent, par des systèmes foliaires, des analyses, etc. Quelque chose qui dysfonctionne par déjà un sol qui dysfonctionne ou une météo qui ne permet pas une bonne alimentation. Bien évidemment, la nutrition a surtout été conditionnée par des problèmes d'ensoleillement. Ceux qui font de la production solaire l'ont bien mesuré, 20 à 30% de moins d'ensoleillement, ça a des impacts directs. C'est la même chose pour nos plantes qui sont des usines à photosynthèse. Elles ne peuvent pas mobiliser et transformer des nutriments s'il n'y a pas de soleil, tout simplement. Et un des éléments après l'aspect sol, ça va être l'ensoleillement sur cette moisson. Ça va être ça la grosse différence sur la valorisation des éléments. La photosynthèse, on a vu beaucoup de plantes peiner un petit peu, malgré que les gens aient mis de l'azote, etc. Ça a eu des impacts. Évidemment, on a eu du lessivage des éléments les plus solubles, les plus disponibles, que sont le soufre, que sont l'azote, et dans des sols refermés, la mise à disposition d'une autre base qui est la magnésie. Et ça a des impacts directs, ces trois éléments-là, sur la photosynthèse, les amis. Donc aujourd'hui, il est parfois plus utile d'avoir eu des fractionnements en soufre, comme nous, on le conseille depuis des années, où les quantités sont finalement moindres, mais apportées régulièrement. La gestion des bases, magnésie, calcaire, c'est très important aussi pour la photosynthèse. Et puis l'aération, mais ça, je n'y reviens pas. Donc il y a eu forcément des lessivages, des manques de dispo d'éléments à certains moments, et ça va avoir des impacts sur les fécondités, sur les remplissages des grains, sur les PMG sans doute, au-delà des aspects qui arrivent juste derrière cette nutrition, qui sont les aspects maladies, et je vous propose d'en parler tout de suite. Alors évidemment, les maladies, vous n'êtes pas sans le savoir, je vous le remets un lien où on a fait une vidéo sur les différentes maladies des cultures principales que nous avons dans nos régions. C'est important de les connaître car il y a beaucoup de choses qui ont été confondues cette année, car avec des problèmes de sol, avec des problèmes de nutrition, on a aussi beaucoup de stress physiologique sur nos plantes, avec des choses qui ressemblent, des symptômes qui pourraient ressembler à des maladies. Vous rappelez que les maladies sont stockées majoritairement sur les résidus de nos récoltes, ou alors peuvent être déjà présentes dans nos semences. Et il y a des choses aujourd'hui qui s'expriment et qui vont continuer de s'exprimer
parce qu'elles sont présentes dans nos sols. Et évidemment que d'avoir un sol dynamique qui décompose bien les résidus, d'avoir mis des résidus dans des conditions optimales de transformation, de recyclage, c'est favorable à limiter la propagation de ces maladies. Alors on a vu arriver très tôt en saison des maladies de feuillage sur nos céréales, notamment les maladies de faiblesse que sont les rouilles. On en a eu beaucoup avant l'hiver, on a eu une absence d'hiver qui ne contribue pas justement à une sorte d'assainissement, en tout cas de ralentissement des propagations. Tous les agriculteurs qui ont pu intervenir dans des bonnes conditions pour la protection précoce de leurs plantes ont eu des impacts très très forts, ce qu'on n'a jamais vu nous en expé à ce niveau-là, c'est-à-dire certains traitements très précoces de protection de nos céréales notamment, ont eu des impacts extraordinaires et durables sur l'expression des maladies par la suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas en général, malgré des fortes doses ou des impacts faits dernière feuille, etc. On a du mal à rattraper ce qui n'a pas été géré avant, surtout avec une météo qui ne permettait pas de passer aux cadences souhaitées pour une bonne gestion des maladies. Bien entendu, lorsque les plantes sont bien nourries, avec un bon enracinement, un sol qui respire, elles se défendent mieux. Et là aussi, on a vu des gros écarts sur le terrain. Entre la première quinzaine d'octobre de semis dans nos régions, ce sont pour nous aujourd'hui les céréales les plus malades, que ce soit les orges ou les blés. De gros impacts sur les maladies par rapport aux dates de semis. Mais aussi, le deuxième impact, ce sont des interventions de protection des plantes qui ont été faites notamment juste avant Pâques, où il y a eu des semaines très chaotiques avec des descentes de température très fortes. Les agriculteurs ont parfois forcé en associant des régulateurs avec des conditions un peu limites qu'il y a eu derrière le traitement. Et ça a blessé les plantes, ça a créé des stress physiologiques importants qui ont aussi eu des impacts comme des entrées pour des maladies que l'on a vu s'exprimer comme la septoriose de manière très importante. Alors aujourd'hui, en fin de cycle, évidemment, on voit des écarts structurels, notamment les orges, que ce soit les orges d'hiver comme ici ou les orges de printemps. Pour avoir des tables comme ça, il faut avoir quelque part un sol bien équilibré. On a tout de suite un bon témoin structure, on n'a même pas besoin de prendre la bêche. Ce sont des plantes comme les pois qui expriment assez facilement des bonnes ou des mauvaises structures. Alors évidemment, ici, ces orges ont été grêlées, je vous mets quelques images. Ça a eu des impacts sur les épis. Comme beaucoup de régions ont subi des orages ou des stress très importants, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on sait déjà les fenêtres qu'on peut observer. Donc les fenêtres, c'est des absences de grains. Les tailles des épis, moi les assureurs doivent revenir, on voit des gros écarts, des épis qui ont été cognés, qui, vous vous rappelez, c'était juste avant la sortie de l'épi. Sur les blés, c'est un peu différent. Les fenêtres qu'on observe sont liées, dans beaucoup de cas, aux maladies de fin de cycle dont je vous ai déjà parlé, que sont les fusarioses. On en a de deux types, on a les fusarioses nivalées et on a les roséums. De ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est surtout la nivalée qui s'exprime cette année. On a un temps plus frais, donc ce sont des fusarioses que l'on voyait déjà sur les tiges de manière très importante. Donc là, on parle bien entendu des blés tendres et des blés durs. Les nivalées auront moins d'impact sur les donnes. Vous savez, ce sont les mycotoxines que l'on peut retrouver, dont le niveau a été réduit cette année. Donc c'est très important et on est à une année très risquée par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le terrain. Il y a des régions où les plantes sont déjà cramées par la septo, il n'y a plus de feuilles alors que les blés venaient de fleurir simplement. Donc c'est pour vous dire, la nutrition va sûrement mal se passer. Et on a aussi des fusas de tiges depuis le mois de mars présentes, donc je vous mets aussi quelques photos, qui elles vont monter tranquillement, même si on les voit, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas les traiter à ce moment-là. Et elles vont sporuler par des périodes de brouillard, par des périodes d'humidité permanente, ce qu'on a eu exactement cette année. Là, il annonce de la pluie dans les jours à venir. Là, maintenant, le risque, c'est plus sur les qualités du grain. Plus on va avancer vers la maturité des céréales, plus les pluies sur le grain auront des impacts pour le réduire en termes de taille, de poids de 1000 grains, etc. Évidemment, ça pourra avoir des conséquences sur les orges, sur le calibrage, etc. Alors, concernant les orges, on a aussi des fusarioses. On l'oublie trop souvent et nous, on intervient souvent pour faire ces fusarioses à des stades d'épiaison sur les orges. Il y a des impacts directs cette année. On voit des orges sur le côté, vous regarderez les tiges, elles sont toutes bleues. Alors, ce n'est pas les mêmes fusarioses que sur les blés, mais en tout cas, les impacts sont très forts sur les qualités, bien sûr, du grain, les mycotoxines, mais aussi sur les impacts sur les calibrages et les qualités, finalement, brassicoles de ces orges. Donc, vous voyez, pour nous, la crainte, c'est vraiment les maladies de fin de cycle, bien évidemment, avec des moyens de lutte qui sont en agriculture biologique, d'ailleurs, en agriculture classique, de 30 à 40% d'efficacité. On avait parlé dans une vidéo des doubles fentes, etc. Je n'y reviens pas, mais vous dire qu'en gros, si vous mettez une fente vers l'avant, dès que vous passez les 8 km/h, c'est comme si vous ne faisiez rien. Le jet revient vers l'arrière, il se regroupe, du coup, il fait des grosses gouttes et c'est déplorable. Alors qu'il y ait des fabricants qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais vérifié sur le terrain et ils ne le disaient pas il y a 10-15 ans. Donc c'est un problème, encore une fois, de diminution de la compétence sur le terrain ou de gens qui ne font pas des choses pour aller observer sur le terrain. Dès qu'on est sur le terrain, on observe tout ça et on essaye de s'adapter pour faire la meilleure qualité de pulvérisation avec des produits qui, je vous le rappelle,
doivent être mis au stade clé, souvent 80% des piézons, pour espérer toucher l'épi et puis avoir un impact de ralentir le développement de la fusariose. Mais vous voyez, on a tous fait comme on a pu, mais la crainte c'est ça. C'est une des difficultés pour les agriculteurs d'ailleurs de vendre les céréales, puisqu'on ne sait pas du tout les qualités que l'on va avoir, et le prix qu'on a aujourd'hui ne correspondra sans doute pas, la machine à soustraire est déjà prête, avec ce que l'on va récolter, en tout cas dans beaucoup de régions. Il y a des attaques de fusariose aujourd'hui qui vont avoir des conséquences très importantes. Vous voyez, le bilan maladie continue sur les cultures de printemps, puisqu'on a des problèmes de bactériose, on a des problèmes de pourriture, on a sur les colzas, je vous mets quelques images, mais on a des problèmes aussi de mycosporiose, donc des maladies qu'on voit peu à cette époque-là. D'habitude, c'est plutôt l'alternaria en fin de cycle, mais là, on voit arriver ça, donc des siliques qui vont être complètement amorphes, les grains vont pourrir à l'intérieur. Nous, avec les impacts de grêle, ça a eu des impacts sur les tiges cassées. Bien évidemment, donc ça contamine petit à petit le colza, mais là encore une fois, les colzas vont s'exprimer en fonction de la nutrition. C'est une plante qui n'aime pas du tout les excès d'eau, et là on voit des magnifiques colzas, comme des régions où les gens broient en ce moment les colzas, ils les détruisent car il n'y aura rien à récolter, notamment tous les sols humides qui ne respirent pas bien entre les drainages, etc. Voilà, c'est malheureusement un constat important, on ne doit pas juste se dire c'est la météo qui nous a conduit à ça. Ce n'est pas la réalité dans toutes les régions. On a eu beaucoup d'eau continuellement, mais pas des quantités comment je dirais, d'un coup, donc qui n'aurait pas dû endommager les sols dans beaucoup de secteurs, mais c'est le fait qu'il y ait une non-évacuation, une non-aération des sols avec des densités plus fortes de sol qui ne se rapprochent pas des densités naturelles de sol. Le sol se retasse, perd son air et devient finalement un bloc minéral sans assez d'oxygène. Donc vous voyez, on a un travail de reconstruction très important derrière. Alors on va terminer par un élément important, je pense que vous constatez tous dans toutes les régions de France, c'est l'enherbement. Alors on va parler du salissement des parcelles de manière très succincte, ça mériterait une vidéo dédiée tant le sujet est grave, tant le sujet nous obsède avec Mathieu pour être franc, que ce soit en expérimentation, on essaye tout ce qu'on peut essayer, des produits sous numéro, comme c'est de l'expérimentation, des produits non autorisés aussi, bien entendu on détruit les petites micro-parcelles que l'on fait derrière, mais trouver des solutions devient aujourd'hui pour nous une obsession. Je vous avoue franchement, il y a des moments où on ne dort pas bien, parce que dans notre métier, on devrait pouvoir toujours essayer de trouver des solutions. Et aujourd'hui, nos solutions techniques pour gérer le salissement dans les parcelles n'est plus à la hauteur, c'est clair. Alors les années pluvieuses, on dit année à foin, année à rien. Il est vrai que, vous le voyez dans les images, on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour voir des parcelles entièrement envahies de mauvaises herbes où on ne voit plus les cultures. Et évidemment, ça va avoir des conséquences pour les 20 ans à venir. Labour ou pas labour, ça je vous le confirme, on a des partenaires dans beaucoup de régions, des laboureurs, des patatiers, des betteraviers, des gens qui ont justement des assolements allongés. Quand le régras arrive dans ces parcelles-là, on constate bien qu'on a de moins en moins de moyens de lutte. Alors c'est facile à comprendre, à partir du moment où on n'a presque plus que des produits racinaires, qu'on a eu des pluviométries très importantes. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas pu passer, souvent pour des erreurs stratégiques, derrière leur semis. Ils ont dit on va finir de semer et puis on verra après le désherbage. Ça c'est l'erreur que j'espère vous ne referez plus, car de toute façon après vous faites comment quand vous avez loupé ça, c'est mort. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu ça, et puis le fait de ne pas pouvoir passer le deuxième passage. Alors ce qu'on constate, c'est qu'on dépense de l'argent plus du double d'il y a 10 ans. Les doses arrivent gentiment à être à leur maximum puisqu'on diminue les doses homologuées, alors que c'est fonction des types de sol et bien entendu de la pluviométrie. Et là, on a été servi. Et le gros souci que nous avons concrètement, et je terminerai là-dessus, c'est que nous n'avons plus de produits foliaires efficaces, à part s'amuser à mettre des doses au-delà conseillées par certains techniciens peu scrupuleux. Mais ça, c'est du court terme, c'est déjà pas normal de le conseiller. Et en plus, ça ne fonctionne que très rarement. Donc une fois que les mauvaises herbes sont présentes, quand vous les voyez souvent au printemps, beaucoup d'entre vous sont intervenus pour rien. Donc vous avez dépensé de l'argent et vous avez pu constater que ça ne fonctionnait pas. Alors, résistance, dérive d'efficacité, inefficacité tout simplement des produits et des formulations, on peut tout extrapoler. En tout cas, dans les cultures où on peut encore arriver à désherber et elles se réduisent comme peau de chagrin, il ne faut pas se louper les amis. Et il n'y a pas de budget à gérer, là c'est sale ou c'est propre, c'est pas entre les deux. Donc l'impact, il y a un lien avec le sol, on le sait, à une fatigue de sol, mais une fois qu'ils sont là, ces régras, ces vulpins, comment fait-on ? Qu'on constate qu'il y a des difficultés, que dans les sols où tout va bien, c'est moins sale qu'ailleurs, c'est un fait. Qu'il y ait des liens avec l'acidité de surface, c'est un fait. Mais une fois que l'année est enclenchée comme ça, qu'on va ressemer des mauvaises herbes pour plusieurs années, ça pose question. Et la dernière des choses, c'est peut-être les approvisionnements extérieurs à nos fermes, que ce soit les semences avec les tolérances de 5 pour 1000 de mauvaises herbes, que ce soit les composts. Ça peut poser question sur pourquoi, en quelques années, on a eu une telle dérive sur les salissements des parcelles, quelles que soient les régions, peut-être mis à part la Beauce, où récemment j'y suis passé justement en allant à Châteaudun au fameux lycée là, et j'ai pu observer déjà c'est des entièretés de plaines, sans haies, etc. C'est que des sols côte à côte avec des chemins,
beaucoup d'assolements diversifiés, les gens font les petits tours du chemin au glyphosate, font des bandes enherbées, enfin, ils n'ont pas des bords de route comme nous avec des salissements, je vous mets encore des images, mais rien n'est fait aujourd'hui, hein, au 11 juin, là, il n'y a toujours rien de nettoyé sur les routes et ça ne sera pas fait avant le mois de juillet. C'est une honte. On voit bien que tout vient, les images le confirment, de l'extérieur des parcelles, toujours. Donc il y a un lien commun qu'on doit tous avoir, soit on diminue les phytos, et pour le faire, on doit appliquer des méthodes partout, une approche globale du sol à la plante et pas simplement, voilà, là au niveau des phytos, on est dans la dérive totale. Les agriculteurs en bio n'ont même pas pu désherber mécaniquement, on regarde les conditions, donc ça nous montre beaucoup de limites. Cette année nous apprend beaucoup de choses et je pense que dans les 10-15 jours à venir, on va encore voir beaucoup plus de choses sur l'avenir de notre moisson 2024 et ce, quelles que soient les régions. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci beaucoup pour vos réactions et vos commentaires sur la dernière vidéo. Donc, je vous mets la photo de la vignette en lien parce que ça a permis de constater que nous étions tous dans la même purée. Et ça, c'est très important. C'est sans doute la première étape vers une vraie unification. Si après tout, on est capable de bouleverser notre Assemblée nationale, on peut peut-être être capable de bouleverser le fonctionnement du monde agricole. Alors avant de vous faire cette vidéo, je pense juste avant moisson sur justement mon constat du monde agricole aujourd'hui en 2024, la prochaine vidéo sera sur la fissuration et sur la présentation des nouvelles pièces que nous avons mis au point, notamment les points de phytosol. On regardera ça en détail. Qu'est-ce que la fissuration? Pourquoi pour nous c'est un levier incontournable pour faire une belle transition et pour aider aussi nos sols à se retaper de difficultés comme cette année? Vous allez voir que d'aller vers les sols vivants, c'est possible. Beaucoup de partenaires le témoignent. Et si vous souhaitez devenir partenaire Phytosol, on s'approche bientôt de la date limite, c'est-à-dire après le 30 juin. Pour cette année, ce sera terminé. Vous êtes déjà plus de 90 cette année, en plus des 100 de l'année dernière, à nous avoir rejoints. Donc les amis, merci pour tous vos commentaires. Continuons comme ça d'échanger au sein de la communauté. Voilà, c'est des gens qui veulent avancer et ça, c'est du bonheur pour moi et je vous en remercie. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur la fissuration, sur les fissurations et finalement, qu'est-ce donc que la fissuration, la vraie? À bientôt les amis!